Alors, vous me dites si vous avez un problème de retour hein, ou pas. Donc, on avait vu au niveau du cours déjà la résistance hein, avec la loi d'Ohm, U égale RI. On avait parlé du condensateur qui pouvait se charger. On avait aussi présenté l'inductance la semaine dernière. La bobine, tout le monde s'en rappelle ou pas? Ou faut faire un petit rappel sur la bobine? Ouais, vous en rappelez? Super. Hein, je vous rappelle que la bobine, hein, la caractéristique propre d'une bobine, c'est qu'elle s'oppose aux variations de courant. Oui, pardon? Oui, qui me... Ah, tu voulais qu'on fasse un rappel, pardon, mon petit Mathieu. Ok, on y va, on y va. Je croyais que tu disais que tu te rappelais. Donc la bobine. On se rappelle que quand on fait passer du courant électrique dans un fil, hein, on a une création de champ magnétique, et que le fait de prendre ce fil et de l'entourer sous avec des spires, hein, ça va faire quoi? Ça va donc chaque spire qui sera traversée par un courant va créer un champ magnétique qui va se répercuter sur les autres spires. Et de ce fait, la bobine, en tant que constituée avec différentes spires, va freiner l'établissement du courant. D'accord? On se rappelle de ça? On avait discuté au niveau des cours aussi, je vous avais montré un petit peu comment fonctionnaient les moteurs à courant continu, hein, avec la force de la place hein, et avec le champ magnétique et le courant dans le bobinage. Ce qu'il faut retenir au niveau de la bobine, c'est quoi? C'est que une bobine va freiner l'établissement du courant. En fait, elle ne va pas empêcher le courant de passer, il faut bien comprendre. Elle va empêcher les variations de courant de s'imposer. Voilà, c'est-à-dire qu'une bobine empêche les variations, va freiner les variations de courant qui la traversent. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir. Ouais, c'est bon? Ok, super. Donc, je vous ai résumé les trois composants qu'on a vus la semaine dernière, c'est la résistance, le condensateur et l'inductance ici. Et on va regarder ça ensemble avec donc des graphes et puis les relations qui permettent de faire des... Pardon? Quelqu'un parle, j'ai entendu quelqu'un, mais bon, je continue. Hein. Alors, on va démarrer par la résistance. Donc, la résistance, on se rappelle de son symbole, hein, on est sur un dipôle passif. La caractéristique qui est ici, on a bien une fonction affine, d'accord? Caractéristique U en fonction de I, hein, U égale RI, d'accord? Et ici, la pente ici de ma droite correspond à quoi? Allô? Je suis tout seul là, hein. Je me sens très seul. Alors, quelle est la pente là? Coupez-moi les micros tous. Juste, il y en a un qui intervient là, parce que sinon on va avoir plein d'échos là. C'est bon, vous avez tous le retour là ou pas là? Que je parle pas dans le vide? Ok, donc quelle est la pente de la droite ici la pente correspond à quoi dans U égale RI? Ben, c'est marqué, hein. Je me sens. Oui, bien sûr, à R. D'accord? La pente de la droite est R, la caractéristique ici, U égale RI, pente de la droite est R. D'accord? Donc on a bien une fonction affine hein, qui passe par l'origine. Ça, c'est pour ma résistance. On passe au condensateur. Alors, le condensateur, c'est forcément un petit peu plus compliqué. On se rappelle que le condensateur, lui, va se charger en énergie. On a deux schémas. Un premier schéma qui est ici, où ce que je vais faire, c'est que j'ai un interrupteur K ici, avec une source d'alimentation E, ma résistance, et mon condensateur. Et on va s'occuper de regarder ici la tension aux bornes du condensateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ici l'interrupteur K. Je le ferme, d'accord? Donc établissement du courant dans mon circuit. Et je vais regarder la tension aux bornes de mon condensateur. Vous voyez que la tension part de 0 à l'instant où mon interrupteur est ouvert. Et une fois que je ferme mon interrupteur, on voit que la tension aux bornes du condensateur va s'établir tout doucement pendant un certain temps pour atteindre la valeur de quoi en ce point-là? La valeur de U qui est égale à E, c'est-à-dire la source d'alimentation. Et ensuite va rester constante hein, avec U égale E. Donc ici, on a ce qu'on appelle un régime transitoire, c'est-à-dire que ce régime, cette période qui est transitoire, c'est la période dans laquelle la tension dans mon condensateur va évoluer jusqu'au moment où elle va atteindre donc la valeur de E, c'est-à-dire la source d'alimentation qui est ici. D'accord? Ça, c'est mon régime transitoire. Ensuite, en régime permanent, bah, U égale E, la tension est constante, le condensateur est chargé. D'accord? Il a récupéré la globalité de son énergie, sa tension à ses bornes ne changera plus. Oui? Ensuite,
si je passe sur mon schéma suivant, qu'est-ce que je fais? J'ouvre l'interrupteur. Une fois que mon condensateur s'est chargé, une fois que je suis passé en régime permanent, je vais ouvrir mon interrupteur. Que va faire le condensateur? La tension à ses bornes va chuter jusqu'au moment où il va atteindre donc une tension nulle. On va retrouver ici, à nouveau, mon régime transitoire et enfin mon régime permanent où la tension à ses bornes sera nulle, le condensateur sera déchargé. Voilà un petit peu comment fonctionne le condensateur dans un circuit électrique. Donc ça, vous l'avez, j'imagine, vu un petit peu. Hein. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà traité en cours. Enfin, on en a déjà parlé. C'est un filtre ERC, c'est un filtre passe-bas. D'accord, hein, on l'avait vu dans la séquence des électromyogrammes, vous l'avez utilisé sous MATLAB. Au niveau des équations sur mon condensateur, alors qu'est-ce que j'ai? Dans le fameux régime transitoire, c'est important, hein, j'ai le courant, ici, qui est égal à quoi? La capacité du condensateur, en farad, on se rappelle, multiplié par du sur dt. Alors, normalement, et vous allez me le confirmer tout de suite, je ne sais pas si vous avez vu cette notation en physique ou en maths. Oui, non? Non? On fait un petit rappel alors? On fait un petit rappel sur cette notation, d'accord? Étant donné que je suis pas sûr que tout le monde en ait fait les. Alors, en mathématiques, vous écrivez, pardon, vous écrivez toujours f de x, d'accord? Et pour la dérivée de f de x, vous écrivez f' de x. Ok? C'est clair pour tout le monde? Ensuite, pourquoi, et surtout à quoi sert, pourquoi vous dérivez f de x? Que représente la dérivée de f de x? Quand vous dérivez f de x en maths, f' de x, ça sert à quoi? Exactement, c'est pour étudier les variations. On est d'accord? C'est bien pour étudier les variations de f de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ce f de x, f' de x, pardon, représente quoi? Les variations de f de x. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si je prends f de x égale, par exemple, 3x plus 2, et que je dérive, f' de x égale quoi? Bien sûr, 3. Et 3, c'est quoi? C'est bien la pente, c'est-à-dire la variation, la pente de ma droite. D'accord? Ce qu'il faut retenir, et ce qui est très important, c'est que quand vous dérivez, la dérivée représente quoi? Les variations de f de x. C'est ça qu'il faut retenir, c'est essentiel au niveau mathématique et études pour la suite. C'est vraiment essentiel. La dérivée représente les variations de la fonction. D'accord? Alors maintenant qu'on a appris ça, maintenant que vous avez découvert cette petite chose, que normalement vous deviez savoir, en mathématiques, on note toujours f' de x. Alors pourquoi? Parce que c'est une notation très rapide, on utilise beaucoup de dérivés, et surtout, on a la seule variable que vous utilisez en mathématiques pour l'instant, c'est x. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la notation généralisée de la dérivée, c'est pas tout à fait le prime. C'est quoi? C'est la dérivée de f de x, et généralement on l'écrit comme ça, sur dx. Ici, c'est ma dérivée, ça c'est égal à f' de x, et ça, je précise par rapport à quoi je dérive. Ici, je dérive par rapport à x, ma variable x. Si je reprends mon exemple, moi, sur mon condensateur, j'ai la tension aux bornes du condensateur qui est fonction de quoi? Fonction du temps, donc vous avez bien compris que ma variable, c'est plus x, mais c'est le temps. Et bien, si je cherche à écrire la dérivée, ça va être quoi? Ça va être la dérivée de uc de t, et je dérive par rapport à quoi? Évidemment, par rapport au temps. Voilà la notation généralisée de la dérivée, d'accord? Ça, c'est une notation rapide utilisée en mathématiques. Ça, c'est la notation généralisée que vous allez retrouver en physique, en sciences de l'ingénieur, et en mathématiques aussi, hein, par la suite, hein, vous le ferez. Ça va pour tout le monde ou pas? Ouais, c'est compris? Donc il faut retenir cette notation, elle est essentielle. Hein. Je sais que vous ne l'avez pas vu en maths, mais du coup, voilà, c'est fait. C'est la notation généralisée. Donc qu'est-ce que j'ai? Je reviens sur mon condensateur. J'ai bien le courant qui est égal à la capacité multiplié par quoi? Par la dérivée de la tension par rapport au temps. Ok? Ça veut dire que ici, quand en régime permanent, quand U est égal à E, c'est-à-dire que U est égal à une constante, que vaut le terme de la dérivée? Allô? J'ai perdu tout le monde ou pas là?
Il vaut zéro, bien entendu. Dérivé d'une constante, c'est nul. D'accord? Donc le terme vaut zéro. Ça veut dire que le courant en régime permanent est égal à zéro. C'est ce qu'on a noté au-dessous. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir comme relation ici? Ce sont des relations que je ne vais pas vous demander d'apprendre. On les reverra l'année prochaine, en terminale. Dans les sujets, de toute façon, je pense qu'on vous les rappellera. Juste comprendre un petit peu les notations, connaître les notations déjà et savoir à quoi ça fait référence. Ok, surtout le dérivé hein, et la mise en place du courant dans le condensateur. Ensuite, l'énergie stockée dans le condensateur, même chose, je ne vais pas vous la faire apprendre par cœur. Hein. Sachez juste que c'est un demi de la capacité fois la tension au carré. D'accord? Qui est l'énergie stockée dans le condensateur, donc en régime permanent, où U est égal ici dans notre exemple à E. D'accord? La tension d'alimentation. C'est bon? Je passe à la bobine si vous n'avez pas de questions sur le condensateur. Ouais? Allez, bah c'est parti. On va changer de couleur. On va se mettre en orange. Alors, la bobine, même chose. Donc, représentation hein, normalisée de la bobine qui est ici. Alors là, le petit schéma n'est pas bien représenté, hein, il n'est pas très bien passé quand j'ai fait la conversion PDF, mais vous l'avez normalement au propre sur votre cours. Alors, en régime transitoire, même chose. On a la tension aux bornes de la bobine qui va dépendre de quoi? De l'inductance, d'accord? Qui est le facteur propre de la bobine, je vous rappelle, qui s'exprime en Henry, multiplié par quoi? Par la dérivée du courant par rapport au temps, d'accord? Donc ça, c'est quoi? On pourrait l'écrire I' de t à la notation, si j'utilise la notation en maths, d'accord? Ça, c'est I' de t. Et on voit bien que la tension aux bornes de ma bobine dépend quoi? Exclusivement des variations du courant. Pourquoi? Parce que quand le courant est constant, si le courant devient constant, que devient le terme ici? Il devient nul. Donc logiquement, quand le courant est établi dans ma bobine, la tension à ces bornes devrait être nulle. Alors elle n'est pas tout à fait nulle. Elle est égale à quoi? Elle est égale à la résistance du bobinage, alors qui elle est très 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 faible, multipliée par le courant qui circule. Du coup, le courant établi. Voilà, donc c'est vrai qu'on a une tension quand même qui est très très faible à ces bornes, mais il y a quand même une tension résiduelle. Et c'est là qu'on voit dans ce terme-là là, que la bobine, en effet, réagit en fonction de quoi? En fonction des variations du courant. On voit bien que le terme dI sur dt, hein, la tension à ces bornes, réagit aux variations de courant. D'accord? Et est lié évidemment à l'inductance aussi. Pour l'énergie, hop, on a la formule qui est ici, 1 demi de L fois I carré. D'accord? Donc on voit hein, qu'on a des équations sensiblement identiques, hein, avec le condensateur qui, lui, réagit en fonction de U et de sa capacité en farad, et l'énergie stockée dans la bobine qui, elle, est fonction de I au carré et fonction de son inductance. D'accord? Donc on voit qu'on a des relations qui sont vraiment sensiblement identiques. Des questions là-dessus ou pas? J'avance? Oui? Allez, c'est parti. Allez, on va faire des choses légèrement plus simples, c'est pas forcément évident. Alors ces équations, on les reverra l'année prochaine, hein. On verra que on verra qu'on va traiter les équations différentielles et on les reprendra l'année prochaine, d'accord? Alors, la résistance électrique d'un conducteur. Alors au début du 19e siècle, Georges-Simon Ohm établit la relation qui portera son nom en comparant des conducteurs de différentes longueurs, de différentes sections et surtout de différents matériaux. Donc on établit, Jean-Simon Ohm donc, a établi une première relation, qui est la relation donc, de la résistance d'un conducteur ohmique, c'est-à-dire d'un fil, qui est égale à ρ, la résistivité du fil, on va en parler juste après, multiplié par sa longueur, divisé par sa section. La section, c'est quoi? C'est la section du fil qui est ici, d'accord, qu'on exprime généralement en mètres carrés, c'est-à-dire S en mètres carrés. Ok? Ici, S est égal à pi fois R au carré, qui est égal aussi à pi d2 sur 4, c'est la même chose, d'accord, avec le diamètre. Ça, R, ce sont des ohms, c'est la résistance du fil, et on va s'arrêter, nous, à ce qui nous intéresse plus particulièrement, qui est la résistivité du fil. La résistivité du fil, elle est liée au matériau du fil, et s'exprime en ohm mètre. Vous le voyez ici? C'est la lettre ρ en grec. Ok? Donc à savoir ρ hein, en grec. Et donc la résistance du fil est liée directement à la résistivité fois sa longueur divisée par sa section. Alors la résistivité, vous en avez déjà entendu parler, hein,
Elle va dépendre des matériaux, ça vous le savez déjà, normalement. Vous savez que les matériaux les plus conducteurs, c'est-à-dire la meilleure conductivité électrique, sont l'argent, le cuivre et l'or, d'accord? Ils sont bien là, hein, donc ils ont une résistivité très très faible, vous le voyez, hein. Ensuite, on va retrouver l'aluminium, le fer, platine et le carbone. Le carbone qu'on utilise beaucoup, je crois qu'on vous l'a noté par la suite. Voilà, le carbone et ses alliages, avec une résistivité non négligeable, permettent de fabriquer des résistances calibrées. On en avait déjà parlé sur la fabrication des potentiomètres, où on a un disque calibré en carbone qui me permet d'avoir une résistance très précise. Voilà, on les utilise pour ça. Évidemment, pour les meilleurs conducteurs électriques, hein, on utilise l'argent, le cuivre ou l'or, vous savez. Alors le cuivre de façon principale, pourquoi? Parce que c'est moins cher que les autres. Voilà. Et ensuite, on va arriver sur donc des matériaux qui sont très très isolants, qui sont les matières plastiques et la porcelaine, où on a des résistivités en ohms mètres qui sont très très importantes. Ok? Ça va? Oui? Qu'est-ce qu'on vous dit? Les matériaux, c'est ce que j'ai dit, hein, dont la résistivité est très faible, servent à réaliser des conducteurs. D'accord? Ils ont une résistance proche de zéro, ce qui est le cas d'un fil de cuivre, hein. Et la porcelaine, par exemple, qui a une très très grande résistivité, fait partie des isolants. La résistance tend vers l'infini. Ouais? Donc voilà ce qu'il faut retenir. La relation ici, hein, vous me la prenez. Décidément, ça ne veut pas là. Vous la prenez, cette formule, elle n'est pas très compliquée, hein, R est égal à ρL sur S, hein, qui va me permettre de calculer la résistance d'un conducteur ohmique. Ok? Bon, je pense que là, c'est quelque chose d'assez simple. Je vais avancer du coup. Alors, résistivité en fonction de la température. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est très important, alors même si cette partie-là n'est pas du tout à savoir par cœur, c'est juste savoir utiliser la relation. C'est pareil, c'est une relation qu'on vous rappellera en temps et en heure dans les sujets ou dans les exercices. Mais en tout cas, il faut savoir que la résistivité va dépendre de quoi? De la température. Et on peut avoir de fortes variations à ce niveau-là. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est-à-dire que la résistivité de certains matériaux est très fortement dépendante de la quantité d'énergie qu'ils reçoivent. Cette propriété fait d'excellents capteurs de lumière ou de chaleur. Et la résistivité va changer en fonction de la température. Pour ça, on a des valeurs qui sont données, des valeurs de résistivité à 0 degré. On parle de ρ0. D'accord? Ça, c'est la valeur de référence qu'on vous donne généralement dans les tableaux, qui est la résistivité du conducteur à 0 degré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, nous, la valeur de ρ à la température dans laquelle votre conducteur ohmique est soumis à son fonctionnement. D'accord? C'est-à-dire quand il fonctionne, il est dans la température ambiante dans laquelle il est. Et on va calculer cette résistivité à l'aide de cette relation-là, qui est ici, alors qu'on a une relation sur un polynôme de degré n, d'accord, qu'on a simplifié à un degré 1, et du coup, on va pouvoir écrire que ρ, la résistivité, est égale à quoi? À ρ0, la résistivité à 0 degré qui va être donnée, facteur de 1 plus A fois θ. Θ, c'est quoi? C'est la température en degrés Celsius de dans lequel votre conducteur ohmique fonctionne, d'accord, température ambiante. Et le petit a, c'est quoi? C'est une constante qui est ici, qui sera donnée, hein, pour les métaux, par exemple, on vous dit que A est environ égal à 4-10-3 1 par degré. Ok? Donc il suffira juste de récupérer la résistivité à 0 degré, ce qui sera donné hein, dans des abacs. Facteur de 1 plus A, la constante, fois θ, la température ambiante dans laquelle est votre conducteur ohmique, pour calculer la résistivité réelle de votre matériau. D'accord? Ça va? C'est compris ou pas? Ouais? Alors, on fera un petit exercice là-dessus, hein. Alors, n'apprenez pas ces relations par cœur, hein, ça sert à rien. Juste, rappelez-vous, voilà, de l'utilité et surtout des grandeurs et des unités des relations. Allez, on rentre dans le dur, enfin dans le dur, c'est pas dans le dur, mais dans les lois fondamentales qu'il va falloir connaître par cœur. Alors vous allez voir, c'est assez simple, hein, on va avoir deux lois fondamentales hein, dans l'électricité qui sont la loi des nœuds et la loi des mêles. Alors on vous dit un circuit électrique est constitué de plusieurs dipôles raccordés par des conducteurs électriques selon un schéma qui permet de réaliser une fonction au sein d'un système. Ce circuit est constitué de nœuds et de mailles. Et donc on va voir ensemble la loi des nœuds et la loi des mailles qu'il faudra pour le coup connaître par cœur. Ok?
On va démarrer donc par la loi des nœuds, cette fameuse loi des nœuds. Que nous dit la loi des nœuds, ici, à connaître par cœur, j'insiste, cette définition. La somme des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants sortant de ce nœud. Voilà ce qu'il faut savoir. Voilà la définition de la loi des nœuds. La somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortant dans le nœud. Si je prends mon exemple numéro 1 qui est ici sur votre droite, j'ai un nœud. Vous le voyez, il est au centre. Ici, je vais identifier les courants entrants. Qu'est-ce que j'ai comme courant entrant? J'ai I1 qui rentre, j'ai I4 qui rentre, et qu'est-ce qui sort? I2 et I3. Ouais, tout le monde voit ça? Si j'applique la définition qu'on vient de voir, somme des courants entrants égale somme des courants sortants, c'est-à-dire I1 plus I4 est égal à quoi? À I2 plus I3. Vous êtes d'accord? Voilà ce que me dit la définition de la loi des nœuds. Ouais? Oui? Noémie, tu t'es rendormi? Ah! Qui me donne l'exemple numéro 2 du coup? Je vous écoute. Allez, qui prend la parole et qui me donne l'exemple numéro 2? Allô? Bah vas-y Yanis, on t'écoute. Eh ben super, bah on applique la relation. Ils sont tous entrants, je suis d'accord. Donc ça veut dire quoi? Bah somme des courants entrants égale somme des courants sortants, c'est-à-dire I1 plus, bien sûr, égale 0, tout simplement, il n'y a pas de courant sortant. Vous êtes d'accord? Même chose pour l'exemple numéro 3. Ici, j'ai que des courants qui sont sortants. Donc ça veut dire que c'est exactement la même relation. I1 plus I2 plus I3 plus I4 égale 0. OK? C'est bon? Bon, vous voyez, c'est une relation, hein, c'est une loi qui est assez simple, hein. Il faut la retenir, hein. Il faut retenir que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants dans un nœud, c'est tout. OK? Voilà, c'est quelque chose de très simple, hein, cette loi des nœuds. Voilà, donc apprenez-la, hein, apprenez-la par cœur, apprenez sa définition, hein. Une fois que vous la connaîtrez, vous pourrez l'appliquer, hein, de façon assez simple. Vous allez voir qu'on va l'appliquer de façon assez récurrente dans les exercices, hein. On va en avoir besoin. Logiquement, à la fin de la séquence, vous devriez la connaître et ne plus jamais l'oublier. On avance? Si vous n'avez pas de questions, je passe sur la loi des mailles. Alors, loi des mailles ou d'additivité des tensions. Alors, qu'est-ce qu'une maille? Un nœud, on a bien compris, hein, c'est un point où plusieurs conducteurs se raccordent. Et qu'est-ce qu'une maille? Une maille est obtenue en parcourant les nœuds d'un circuit électrique sur un contour fermé. Sur un contour fermé. Le point de départ et les points d'arrivée sont confondus. Alors, vous avez en dessous, ici, un schéma électrique dans lequel je vais retrouver des nœuds. Où sont mes nœuds? En A et en B, vous avez des nœuds, vous êtes d'accord? Oui? Et je vais retrouver des mailles. Alors, où sont ces mailles? On nous dit qu'en effet, une maille, c'est un circuit, un contour fermé qui parcourt des nœuds. Et bien, par exemple, ici, alors vous allez pouvoir les tracer sur votre schéma, je retrouve quoi? Une maille. Je vais retrouver une deuxième maille juste à côté, qui est ici. Et enfin, une dernière, qu'on va faire en vert, tiens, qui est quoi? Celle-ci. D'accord? Donc, dans ce circuit électrique, j'ai bien trois mailles. J'ai bien trois contours fermés qui partent d'un point de départ et qui revient à ce point de départ. Ok? Donc, voici mes trois mailles de ce circuit. Que me dit la loi des mailles? On va aller voir juste en dessous. La loi des mailles me dit quoi? La définition de la loi des mailles me dit que la somme algébrique des vecteurs tension aux bornes des dipôles rencontrés lors du parcours d'une maille, c'est-à-dire un contour fermé, est nulle.
C'est-à-dire que la somme des tensions dans cette maille est égale à 0. OK? Loi des nœuds, somme des courants entrants égale somme des courants sortants. Loi des mailles, somme des tensions rencontrées dans la maille est égale à 0. Alors, pour faire ça correctement, on va affecter de façon complètement arbitraire un sens à ma maille. D'accord? Je vais mettre un sens. Je vais dire que, par exemple, je suis supérieur à 0. D'accord? Dans ce sens-là. Donc là, je vais prendre la maille bleue. D'accord? On va traiter la maille bleue ensemble. On va appliquer la loi des mailles à la maille bleue. Et je vais dire que le sens que j'ai tracé ici est le sens positif. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Tout le monde me suit? On va tracer la tension aux bornes de la résistance RS. D'accord? On est sur un dipôle passif. Donc la résistance aux bornes du dipôle, on le sait par convention, elle s'oppose au sens du courant. D'accord? Donc là, j'ai bien URS, c'est bien la tension qui s'oppose au sens du courant. Hein. Ça, c'est fondamental. Hein. Rappelez-vous le début du cours de ça. Hein. On est sur un dipôle passif. Dipôle passif. La tension à ces bornes s'oppose au sens du courant, par convention. D'accord? Donc, on représente la tension dans le sens inverse du courant. Et maintenant, on va rédiger la loi des mailles. Alors, que je dise pas de bêtises, c'est DCAB, donc c'est celle-ci. D'accord? On va la rédiger ici. Hein, c'est la première. C'est en bleu. Qui me la donne? Qui essaye de me la donner? Somme des tensions égale 0. Qui essaye de me faire ça? Allô? Un, deux? Quelqu'un? Selma, tu m'entends? Selma, t'es toujours avec nous? Ah ben vas-y, je t'écoute. Alors oui, alors on va peut-être commencer par ES dans un premier temps. ES. Bah du coup, alors moins, pourquoi? Parce qu'on est dans le sens inverse de mon sens positif, d'accord? Donc moins URS en effet. Moins quoi? C'est la maille bleue. Hein, DCABD. Tout à fait. Moins U2 égale 0. Je suis revenu au point de départ. On a bien ES moins URS moins U1 moins U2 égale 0. Dans la maille DCAB, vous êtes d'accord ou pas? Oui? Mathieu, est-ce que tu es d'accord? Ah. Et les autres? Loïc, tu es d'accord? On fait une autre? On fait la rouge par exemple? On va se mettre un sens conventionnel, arbitraire, pardon, qui est le sens positif. Et alors, qui me donne la maille? C'est la rouge, elle est là. On y va? Qui me donne la loi des mailles pour la maille rouge? Mathieu, vas-y, je t'écoute. On commence par U2? Ouais. Ah bah, est-ce que U1 n'est pas dans le même sens que U2? Ouais, très bien. Alors, moins pas R3, attention, hein. U3. U3, c'est la tension, hein, somme des tensions. Très bien. Ouais. Égale 0. Superbe. Donc U2 plus U1 moins U3 moins U4 égale 0. Parfait. Qui me fait la dernière en vert? Bah, parce qu'on choisit de façon arbitraire le sens dans lequel on va tourner, Yanis. D'accord? Ça veut dire que par exemple, sur ma maille verte ici, là, le sens que j'ai mis sur ma maille, je sais pas si tu vois, j'ai mis un sens. D'accord? J'ai mis une flèche. Tu la vois? Ok? Ça, c'est le sens positif. C'est-à-dire que tous les vecteurs qui sont dans ce sens-là, qui tournent dans cette maille, dans ce sens-là, vont être positifs. Ceux qui sont dans l'autre sens seront négatifs, c'est tout. C'est-à-dire que je choisis un sens arbitraire. Tu choisirais l'autre sens, ça changerait rien du tout. Ça serait exactement la même relation. Tu comprends? Bah, par exemple, regarde, on fait la maille verte là, d'accord, que j'ai tracée. D'accord, on l'a fait ici. D'accord, on va faire la maille verte. Je vais partir de ES, d'accord? ES, il est dans quel sens? Il est bien dans le sens de ma maille.
D'accord? Donc il est positif, parce que j'ai dit qu'il était positif. Donc j'ai bien ES. Ensuite, dans ma maille, je vais rencontrer URS. Il est dans quel sens? Ok, donc je mets moins URS. Ensuite, je vais rencontrer quoi? U3, il est dans quel sens? Bien sûr, il est dans l'autre sens. Ensuite, je vais rencontrer U4. Ouais, bien sûr. Et enfin, bah, je reviens au point de départ, c'est-à-dire égal 0. Donc dans la grande maille verte, j'ai bien ES moins URS moins U3 moins U4 égale 0. C'est tout. D'accord? C'est aussi simple que ça, hein. Cherchez pas compliqué. Non, non, c'est pas du tout compliqué, hein. On choisit juste un sens de façon tout à fait arbitraire pour le positif ou le négatif. Mais si vous prenez l'autre sens, ça ne changera rien. Ça sera exactement la même équation, hein. Ça sera la même. D'accord? Et ben voilà, loi des mailles superbe, c'est fait. On avance? Si vous n'avez pas de questions? Donc là, j'ai rédigé hein, la maille BAEB, hein, je l'ai mis en haut, hein. Vous l'avez mis au bon endroit ou si vous l'avez pas mis au bon endroit, c'est pas très grave. Allez, on y va, association de résistance. Alors pour faire ça, je vais prendre un petit tableau blanc, voilà, qui est ici. Ok, on y va. Est-ce qu'on est à l'heure? Ouais, ça va, on a le temps. Ça va pas trop vite, ça va? C'est bon, Yanis, tu disais quoi? Eh ben c'est superbe, magnifique. Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot, Yanis. Allez, on y va. Association de résistance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, quand j'ai un schéma électrique de ce type-là, où j'ai deux résistances ici sur un même fil avec un courant qui circule, on va mettre R1 et R2. Donc j'ai bien deux tensions aux bornes, hein, U1 et U2. Ce schéma électrique peut être équivalent à ce schéma électrique avec la valeur d'une résistance équivalente qu'on peut calculer. D'accord? C'est-à-dire que ça, c'est la même chose que ça, mais il faut qu'on puisse calculer la résistance équivalente. Alors, sur ce type de schéma, c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'ici, on a les deux résistances en série, c'est-à-dire R1 et R2 qui sont en série. Et on sait que pour des résistances en série, la résistance équivalente vaut quoi? Vaut R1 plus R2. Voilà. Ça veut dire que le schéma qui est ici est exactement le même que celui-ci, sachant que la résistance équivalente est égale à R1 plus R2. Donc ça, c'est très simple pour la résistance en série. Il suffit d'additionner mes résistances pour avoir la résistance équivalente et simplifier mon schéma électrique. D'accord? Ça va ça? Oui? Maintenant, prenons le cas des résistances en parallèle. Voilà un petit schéma avec des résistances en parallèle. Tac, tac. Ici, à nouveau, j'ai R1, R2. Ici, j'ai un courant I. Ici, attention, j'ai un nœud, donc ici, je vais avoir quoi? I1 et ici I2. Hein, je vous rappelle, loi des nœuds. I est égal à I1 plus I2. Hein. Somme des courants entrants égale somme des courants sortants. Et ici, à nouveau, qu'est-ce que je récupère? La valeur de I. Ce schéma peut se simplifier en un seul conducteur ohmique, c'est-à-dire une seule résistance, avec la résistance équivalente et la valeur du courant I qui circule dans mon circuit. D'accord? Maintenant, à quoi est égale cette résistance équivalente? Et bien, pour des résistances qui sont montées en parallèle, ce qui est le cas ici, comme dit la résistance équivalente, enfin, en tout cas, la relation qui me permet de calculer la résistance équivalente, c'est que 1 sur la résistance équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà la relation. Alors, cette relation, elle n'est pas très très pratique. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'inverse de la résistance équivalente, et nous, on ne veut pas l'inverse de la résistance équivalente, on veut la résistance équivalente. Donc, on va la transformer un petit peu. Ça ne devrait pas trop vous poser de problème. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette première fraction sur le même dénominateur, et puis après cette deuxième fraction sur le même dénominateur. On y va, on fait ça ensemble? Donc on va commencer par la première fraction. On a 1 sur R1. Donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par R2. Donc ce qui va me donner R2 sur R1 fois R2. D'accord? J'ai bien multiplié le numérateur et le dénominateur par R2. Ensuite, on passe à la fraction suivante.
Et je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par R1 dans ce cas-là. Donc je vais mettre R1 sur R1 multiplié par R2. OK? J'ai bien le même dénominateur pour mes deux fractions. Je vais pouvoir les additionner. Ce qui me donne, on va l'écrire où? On va l'écrire en dessous. Non, je ne vais pas avoir la place à la suite. Je vais l'écrire au-dessus. D'accord? Ce qui me donne 1 sur la résistance équivalente, qui est égale à quoi? À R1 plus R2 sur R1 fois R2. D'accord? Ça marche pour tout le monde, ça? Ouais? Alors maintenant, moi, c'est pas 1 sur la résistance équivalente que je veux, c'est la résistance équivalente. Et là, on va utiliser un outil formidable, je dis bien formidable, que vous devez commencer à la fin de la première des sciences de l'ingénieur, mais à maîtriser, qui est le fameux produit en croix. Attention, attention, miracle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter mon terme de résistance équivalente au numérateur, je vais l'échanger avec le numérateur R1 plus R2. De l'autre côté, je vais inverser le 1 avec 1 fois R2, et attention magie, la résistance équivalente est égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Voilà à quoi est égale ma résistance équivalente pour deux résistances en parallèle. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ouais? Alors, vous avez le choix. Et je vous le donne et je vous le laisserai d'ailleurs. C'est quoi? Soit vous apprenez cette formule-là pour la résistance, pour l'association de deux résistances en parallèle. D'accord? Vous l'apprenez, vous la connaissez. Soit vous apprenez cette relation générale et vous êtes capable de me retrouver ça. D'accord? Soit vous apprenez les deux et comme ça vous permet de vérifier si vous avez un doute. OK? Oui? Tout le monde est d'accord? C'est compris ce que j'ai fait ou pas? Alors, je vous remercie, vous êtes adorable. Euh, Si je prends un exemple où j'ai plus de 3, plus de 2 pardon, résistances en parallèle, ce qui pourrait arriver, hein, d'accord? On va se mettre R1, R2, R3, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Étant donné que j'ai appris uniquement la relation avec deux résistances parallèles. Ici, la forme générale de ma résistance équivalente, c'est quoi? C'est 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Ça, c'est bien la formule, pas de souci. Maintenant, il faut que je mette au même dénominateur. Les 3, ça commence à être un petit peu lourd. D'accord? Il faut savoir que même si je pouvais monter à 4 ou 5 résistances en parallèle, le fait de mettre sur le même dénominateur, ça commencerait à faire des petits calculs un peu plus lourds. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, ce que je vais faire, comme vous avez appris, normalement, vous connaissez la relation pour l'association de deux résistances en parallèle, je vais commencer par calculer la résistance équivalente de R1 plus et R2 en parallèle. Et du coup, qu'est-ce que je vais avoir comme schéma? Je vais avoir ça. Hop. Ici, j'aurai quoi? J'aurai la résistance équivalente numéro 1. Et ici, j'aurai R3. Or, je sais que la résistance équivalente numéro 1, c'est quoi? On vient de le voir. C'est R1 fois R2 sur R1 plus R2, d'accord? Ça, je le sais. Et du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour, ici, me résumer à une seule résistance équivalente? On va l'appeler résistance équivalente totale. Ben, je vais faire quoi? Je vais à nouveau faire, allez, enfin, en tout cas, calculer l'association des deux résistances en parallèle. Et du coup, qu'est-ce que je vais obtenir? Alors, je vais changer de couleur. Que la résistance équivalente totale est égale à quoi? Eh bien, on y va. La résistance équivalente 1 multipliée par R3 divisé par la résistance équivalente 1 plus R3. Vous êtes d'accord? Vous voyez, on va la faire étape par étape. C'est-à-dire, je vais commencer par associer deux résistances et puis après, hop, à nouveau, j'associe deux résistances. Je vais le faire par étapes et c'est très rapide. Très, très rapide. D'accord? Dans le cas où vous aurez plus de deux résistances en parallèle. Ouais, c'est bon?
Allez, je reviens sur mon cours. Donc, je vous ai résumé un petit peu tout ça. Donc là, vous avez la relation de la résistance équivalente pour deux résistances parallèles. Donc, je vous l'ai dit, soit vous la prenez, soit vous apprenez les deux, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Pour les résistances en série, du coup, c'est très simple. Vous l'avez vu, forcément, c'est quand même le plus simple. Qu'est-ce que je fais? J'additionne la valeur des résistances. Allez, j'avance. Le pont diviseur maintenant. Ce fameux pont diviseur. Alors, le pont diviseur est essentiel, vraiment en électronique. On le verra pourquoi, justement, là. En regardant un petit peu son fonctionnement de ce pont diviseur, vous allez voir, on va le retrouver énormément. Vous l'avez déjà croisé plusieurs fois d'ailleurs. On n'avait pas défini à quoi il servait exactement. Je vous avais juste donné les relations pour pouvoir faire des calculs dessus, c'est tout. Là, aujourd'hui, on va le détailler. Vous l'avez rencontré quand vous avez fait le mini-projet sur la boîte à lettres connectée, je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous l'avez vu aussi sur l'activité expérimentale sur les électromyogrammes et la main robotisée aussi. Voilà, c'est un schéma électrique que vous avez déjà vu, que vous avez déjà croisé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pont diviseur? Alors, vous voyez que le schéma est très simple. J'ai une source d'alimentation. Alors ici, c'est une batterie constituée de différents éléments, de plusieurs éléments en série. Ouais. Qui me donne donc une différence de potentiel U ici, et j'ai deux résistances en série. D'accord? Donc vous voyez, schéma relativement simple. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, et ça vous pouvez le tracer sur votre figure, si vous pouvez mettre deux traits ici, c'est la tension U2, qui est ici aux bornes de la résistance R2. Ce pont diviseur, on appelle ça un capteur de tension. En fait, ce pont diviseur va me permettre d'adapter la tension d'alimentation, par exemple d'un capteur ou d'une carte microcontrôleur, en fonction de sa tension d'alimentation. C'est-à-dire que ici, par exemple, si j'ai U qui est égal à 12 volts, je vais pouvoir utiliser ce pont diviseur pour avoir U2 égal, par exemple, à 5 volts. D'accord? Voilà ce que je peux faire. C'est le pont diviseur, c'est un capteur de tension. Il va me permettre d'adapter la tension de sortie en fonction d'une tension d'alimentation à l'entrée. C'est vu? Oui? Alors, comment on fait pour trouver cette formule? C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la relation de U2 en fonction de quoi? En fonction de la tension d'alimentation et évidemment en fonction des résistances. Donc on va commencer par écrire la loi des mailles. On y va? Loi des mailles. Combien j'ai de mailles ici? J'en ai qu'une, on le voit bien, elle est là. D'accord? On se met mon sens positif de façon arbitraire. Et on y va. Qui me donne la loi des mailles? J'ai qui là? Elia, t'as un micro? Il marche pas. Qui parle? C'est Nicolas? Eh ben Nicolas, on t'écoute. Loi des mailles. Allez, on y va. On commence par U. Ouais. Super. Pourquoi plus U2? Ouais, ok. Égal. Super, égale 0. Donc ça, c'est la loi des mailles. Donc j'ai bien U qui est égal à U1 plus U2. Vous êtes d'accord? Ensuite, j'applique ma fameuse loi d'Ohm U égale RI, c'est-à-dire que U1 devient quoi? R1I. J'applique la loi d'Ohm sur U2. U2 est égal à R2 fois I. D'accord? Ici, on voit que j'ai qu'une seule maille, donc le courant est identique à travers toute ma maille. J'ai pas de nœud, d'accord? J'ai pas de nœud, donc le courant qui circule est bien I, c'est bien le même. Donc je vais pouvoir mettre I en facteur. Ici, I facteur de quoi? De R1 plus R2. Je divise par R1 plus R2 et j'obtiens quoi? Je vais enlever ça parce que du coup on voit plus rien. Et j'obtiens quoi? Que I est égal à quoi? Est égal à U sur R1 plus R2. D'accord? Voilà ce que j'obtiens. C'est vu? Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire. Je vais le faire en bleu. Je vais réécrire quoi? Ma loi d'Ohm aux bornes de U2. U2 est égal à quoi? À R2 fois I. D'accord? On l'a écrit. Or, I, c'est quoi? C'est tout ce terme-là. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à R2 sur R1 plus R2 fois quoi? Fois U.
Voilà la relation que vous avez ici, hein, qu'il faut connaître par cœur. D'accord? Il faut l'apprendre, ça pour le coup, hein, de mon pont diviseur. C'est-à-dire que la tension U2 dépend de quoi? De la valeur de R2, de la valeur de R1, d'accord? Et quoi? Et de la tension d'alimentation de mon circuit. Et c'est comme ça que je vais pouvoir adapter cette tension U2 en fonction de mes besoins, en fonction de ce que j'ai besoin d'alimenter par la suite. C'est vu ça? On prend un petit exemple, peut-être, pour comprendre le fonctionnement de ce pont diviseur? En tout cas, l'utilité? Ouais? Oui? Oui? Ah. Alors on y va. On va refaire donc mon pont diviseur. Donc deux résistances, on l'a vu en série. Hop, les voici. Donc là, on va mettre R1, on va mettre R2. Et ici, je vais avoir une carte microcontrôleur, par exemple. Et on va préciser que c'est une carte microbit. D'accord? Celle qu'on a utilisée cette année. OK? Ça va jusque-là? Ici, j'ai mon courant d'alimentation. Ici, j'ai une tension U1. Ici, j'ai ma tension U2. Et ici, j'ai ma tension d'alimentation. On va l'appeler U. D'accord? Ici, U égale 12 volts. C'est ma tension d'alimentation. Voilà ce que j'ai. OK? J'ai une batterie 12 volts. Tout le monde est d'accord avec ça? Le problème, c'est quoi? C'est que ma carte microbit s'alimente en 3,3 volts. Et là, je me dis problème. Il faut que je passe de 12 volts à 3,3 volts. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Mon fameux pont diviseur. Et pour ça, il va falloir que je détermine les valeurs de quoi? De R2 et de R1 pour passer quoi? Pour passer de 12 à 3,3 volts. Ça veut dire que U2 ici doit être égal à 3,3 volts. Si j'écris ma relation de mon pont diviseur, on l'a vu, U2 égale quoi? Résistance qui est en face de U2, c'est-à-dire R2, sur la somme des résistances, R1 plus R2, multiplié par la tension d'alimentation. D'accord? Voilà ce que j'ai. Sachant que ça, je sais que c'est égal à 12 volts. Je sais qu'ici, moi, je veux 3,3 volts. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je choisisse mes deux résistances ici pour en effet passer de 12 volts à 3,3 volts. Alors généralement, comment on procède, hein? On va par exemple choisir une première résistance, la valeur d'une première résistance de façon arbitraire, c'est-à-dire R1, d'accord? Je vais choisir, je vais dire tiens, je vais prendre 10 kΩ, voilà, et je vais calculer la valeur de R2 ici. Pourquoi? Pour avoir 3,3 volts, c'est-à-dire passer de 12 volts à 3,3 volts. Voilà comment on procède. D'accord? Alors par habitude, hein, après on sait un petit peu quelle valeur de résistance on va choisir, mais quand on ne sait pas, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez compris le pont diviseur? Ah bah le pont diviseur, c'est le schéma électrique, hein, qu'on appelle pont diviseur. Hein. Ce schéma électrique qui est là, ça là. Ça, c'est le pont diviseur, c'est ce qu'on appelle un pont diviseur. Pourquoi on l'appelle pont diviseur? Tout simplement parce qu'on va diviser la tension. Je passe de 3,3 à 12 volts. De 12 volts, pardon, à 3,3. C'est pour ça qu'on l'appelle pont diviseur. C'est-à-dire qu'on va diviser la tension d'alimentation pour avoir une tension plus faible, pour adapter évidemment ce que tu vas brancher derrière. D'accord? Ouais? Les autres, c'est bon ou pas? Nicolas, c'est bon? Ok, super. Pas de questions? Selma, pas de questions? Selma? Putain, Selma, elle est partie prendre son petit déjeuner, je crois. Je crois qu'elle a craqué. T'as craqué, Selma? Si, je t'entends très bien, ma grande. Ah, je croyais que t'étais parti prendre ton petit déj tranquillement et que tu reviendrais après, quoi. Mais non, t'es toujours avec nous. Bon, allez. Est-ce que t'as des questions sur ce pont diviseur? Ok. Bon, allez, on continue.
Bon voilà, il faut que vous connaissiez cette relation du pont diviseur, on va s'en servir et vous allez vous en servir assez régulièrement d'ailleurs. Vous allez voir, on est bien, aussi bien dans les exercices que dans pas mal d'activités. Alors si, peut-être juste petite parenthèse quand même importante, euh, je vais revenir ici, voilà, sur mon schéma, sur ce qu'on vient de voir. Ce pont diviseur, c'est quand même essentiel de faire cette parenthèse, on l'utilise pour des très faibles courants. C'est-à-dire que dans le domaine de l'électronique. Si je devais comparer l'électronique, le domaine de l'électronique à le domaine électrique, de l'électricité, c'est quoi? C'est justement les valeurs de courant, c'est-à-dire la grandeur courant. En électronique, les courants sont très faibles. On est de l'ordre du milliampère. D'ailleurs, vous allez voir qu'à chaque fois qu'on donne une valeur de courant dans des circuits électroniques, on parle toujours en milliampères. Pourquoi? Parce que le courant est très faible. Alors qu'en électricité, généralement, on est dans l'ordre de l'ampère, voire un petit peu plus. D'accord? Ce pont diviseur, il marche très bien pour des très faibles courants. Il ne marcherait pas pour des courants très forts. Pourquoi? Parce qu'on ferait passer beaucoup de courant dans les résistances, et vous le savez, faire passer beaucoup de courant dans une résistance revient à faire quoi? Revient à réaliser un radiateur électrique. C'est-à-dire que je vais transformer quoi de l'énergie tout simplement en joule, en effet joule, c'est-à-dire en chaleur. Ce qui serait une aberration. Vraiment. Déjà, les résistances crâmeraient, hein, c'est-à-dire que les résistances grilleraient parce qu'elles chaufferaient trop. Alors après, on pourrait mettre des résistances qui soient capables d'absorber beaucoup de puissance, mais on ferait juste quoi? On ferait juste un radiateur. C'est-à-dire qu'on perdrait toute l'énergie finalement sous forme de chaleur, ce qui ne serait pas du tout évidemment euh, cohérent par rapport à ce qu'on veut faire. Donc ça veut dire que ce pont diviseur, il marche très bien, mais uniquement pour des très faibles courants, c'est-à-dire dans l'électronique, dans la partie électronique. Je ne pourrais pas m'en servir en électricité. D'accord? Du coup, on a d'autres composants, hein. On a des transformateurs avec des redresseurs, on a des régulateurs de tension qui sont aussi en électronique un peu plus puissants quand on a des forts courants, hein, avec meilleur rendement. Mais en tout cas, le pont diviseur ne pourrait pas être utilisé par fort courant. D'accord? C'est important hein, d'avoir cette notion-là, hein, parce que c'est vrai que c'est un outil assez magique. On se dit, oh, bah, super, je vais passer d'une tension de 12 volts à 3,3 volts, je vais utiliser un pont diviseur, mais ce pont diviseur fonctionne que par très faible courant. Oui? C'est bon ça? Oui. Bon, petite parenthèse. Petite parenthèse faite, on revient sur mon cours. Euh, Allez, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, allez, c'est bon. Quelle heure il est? 9 heures, super. Tout le monde commence à se réveiller, j'imagine. Puissance énergie. Alors, c'est des petits rappels, on les a déjà vus. Petit rappel sur les puissances et l'énergie. Alors, rappel sur la puissance électrique. On sait que la puissance absorbée par un dipôle parcouru par un courant est P égale UI. D'accord? Donc ça, à savoir, on l'a déjà vu dans la dernière séquence. Si ce dipôle est une résistance, c'est-à-dire ceci, je sais que U, si j'applique la loi d'Ohm dans cette résistance, U est égal à RI. C'est-à-dire que P, du coup, devient RI fois I. Ce qui me donne RI carré. Ouais? C'est bon pour tout le monde? Donc la puissance dissipée dans une résistance est égale à RI carré. Et c'est ce que je vous disais par rapport au pont diviseur, et vous comprenez bien du coup que toute cette puissance, c'est quoi? Ce sont ce qu'on parle justement, on parle d'effet Joule, c'est-à-dire que cette puissance est transformée sous forme de chaleur. Et elle est liée au carré du courant. Donc vous comprenez bien que quand il y a beaucoup de courant, le pont diviseur n'est pas utilisable. Voilà, ça vous permet de conclure par rapport à ça. Oui. Ensuite, ouais, j'ai un problème de retour micro là. Coupez vos micros si vous parlez pas, ça sera plus simple. Ensuite, là, j'ai l'énergie qui est égale à la puissance fois le temps, on l'a déjà vu. Hein. Ça, c'est une relation qu'on a déjà vue. Petit rappel, 1 Wh égale 3600 joules. Hein, je vous rappelle que l'énergie est donnée en joules, hein, et 1 joule est égal à 1 watt seconde. D'accord? Ouais? Bon, j'avance, hein, du coup, parce que ça, ce sont des rappels. Alors, en tout cas, ce sont des relations à connaître. Alors ensuite, on a vu donc la résistance, on a vu le condensateur, on a vu la bobine. Maintenant, on va revoir le transistor. On l'avait déjà vu dans la séquence sur les capteurs, hein, sur les électromyogrammes. Donc, on va le reprendre ici un peu rapidement et on verra la diode. Alors, le transistor, je passe le blabla, on l'a déjà vu, hein, je vous laisserai le relire. Comment on fait pour identifier un transistor? On sait que le transistor, c'est un des seuls composants qui est 3 pattes. Toujours 3 pattes. C'est mon transistor, d'accord? Il a 3 pattes, donc c'est comme ça qu'on l'identifie. Il faut connaître le symbole normalisé du transistor. J'ai pas dit qu'il fallait le connaître par cœur, mais en tout cas, il faut savoir le reconnaître. C'est-à-dire que si vous tombez sur ce symbole-là, vous devez être capable de savoir que c'est un transistor. On retrouve les 3 pattes qui sont la base, le collecteur et l'émetteur. On avait déjà vu ça. Hein.
Ce qui m'intéresse, moi, c'est que dans le programme des sciences de l'ingénieur, pour vous, que ce soit en première ou en terminale, ce transistor est assimilé à un interrupteur, c'est-à-dire un fonctionnement tout ou rien. Tor, c'est tout ou rien. Ouais? C'est bon? Oui? Ok. Vous avez un son qui est correct, là, en retour ou pas? Ouais? Ok. Parce que je sais pas, j'ai des grésillements chez moi, alors je me demandais si ça venait de chez moi. En tout cas, vous l'avez pas chez vous. Ah ouais. Bah, coupe ton micro, Yanis. Fais voir. Bah, coupe sur Discord. Bah, alors, je vois pas pourquoi tu pourrais pas couper ton micro. Oui, je vois pas pourquoi tu pourrais pas couper ton micro sur téléphone. Bon, allez, j'avance. Essaye de couper ton micro parce qu'en effet, j'ai des retours. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais si on pouvait enlever les grésillements, ça serait pas mal. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc le transistor, pardon. Donc le transistor, trois pattes, hein, base, collecteur, émetteur. Nous, ce qui nous intéresse en sciences de l'ingénieur et au niveau du programme, c'est quoi? C'est un fonctionnement en tout ou rien. On va parler de fonctionnement en mode de commutation, on l'a déjà vu d'ailleurs. C'est quoi? C'est-à-dire que pour nous, ça sera un interrupteur qui est commandé. D'accord? Commandé par quoi? Par la base. Par le courant de base, on va le voir par la suite. D'accord? Par ici. C'est-à-dire que, tout simplement, j'ai un interrupteur, ok? Et cet interrupteur, il va se fermer ou s'ouvrir en fonction de ce que je vais lui envoyer à la base. D'accord? C'est-à-dire au niveau du courant de base. Hein, on pourrait très bien le représenter comme ça, collecteur, émetteur. Et là, j'ai mon interrupteur qui va se fermer et qui va s'ouvrir. Et qui est-ce qui commande tout ça? C'est la base. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de fonctionnement tout ou rien. Alors, petite description, hein, tripôle, donc on vient de le dire, hein, il a bien trois pattes, dont les trois bornes sont l'émetteur qui émet les électrons, la base qui contrôle le passage, très bien, intéressant, c'est ce qu'on vient de dire, et le collecteur qui les collecte. Le transistor bipolaire est passant si IC est différent de 0 entre le collecteur et l'émetteur quand le courant IB est appliqué à la base. C'est ce qu'on vient de dire. Pour un transistor d'usage courant, IC est compris entre 1 mA et 100 mA, et IC sur IB est l'ordre de 100. Bon, ça, vous vous en foutez un petit peu, hein. Ça vous intéressera si vous poursuivez un petit peu dans les domaines de l'électronique. Donc le schéma normalisé de mon transistor étant celui-ci, d'accord? Ne l'apprenez pas par cœur, hein, je vous l'ai dit, hein, surtout pas. Et sachez juste reconnaître que quand vous tombez sur ce schéma-là, que c'est un transistor, d'accord? Avec la base, le collecteur et l'émetteur. Et ici, j'ai une tension VCE quand l'interrupteur est ouvert. OK? Je passe le mode en régime linéaire. Alors, j'en parle un tout petit peu. Hein, pour ceux que ça intéresse, vous lirez un petit peu plus en détail. Donc ça, je mets entre parenthèses. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, c'est hors programme. Il faut savoir que l'ensemble des transistors, quand même, la plupart des transistors sont utilisés en tant qu'amplificateurs. C'est-à-dire qu'on est capable d'amplifier le courant à l'aide du transistor avec la relation qui est donnée ici. C'est-à-dire que le courant du collecteur est égal à bêta fois IB. C'est-à-dire que bêta, ça va être quoi? Ça va être la valeur de l'amplification du courant. Et généralement, la plupart des transistors sont utilisés en tant qu'amplificateur. Alors nous, on ne va pas le voir sous ce mode-là, d'accord? On va le voir sous le mode de commutation. Donc ça, c'est ce qu'il y a à connaître, hein, c'est ce qui est au programme des sciences de l'ingénieur. Et le régime linéaire, c'est-à-dire les transistors utilisés en tant qu'amplificateurs, sont eux hors programme. Même si, étonnamment, c'est quand même sous cette forme-là qu'ils sont le plus utilisés. Alors, le régime de commutation, on l'a vu, c'est quoi? C'est qu'en commutation, les transistors bipolaires sont utilisés comme des interrupteurs électroniques. D'accord? Tout ou rien. L'électrode de commande permet d'ouvrir ou de fermer l'interrupteur. Tout simplement. D'accord? Je vous rappelle que ces transistors vont permettre de réaliser quoi? Ma modulation largeur d'impulsion, ma fameuse émélie, c'est-à-dire les hacheurs. D'accord? De façon générale, pour commander les moteurs à courant continu pour faire varier une tension moyenne. Oui? Que ce soit aux bornes des LED, aux bornes des LED RGB, etc. On s'en est pas mal servi hein, cette année de ça, hein, de tout ça. Oui? Tout le monde s'en rappelle? Oui, monsieur. Tout le monde s'en rappelle? Ah. Allez, essayez de participer, me laissez pas tout seul. J'ai l'impression d'être tout seul derrière mon écran, c'est horrible. On continue? Si vous n'avez pas de questions sur le transistor? Non, non, c'est bon? Hein? Donc, je rappelle,
uniquement régime de commutation. Pour vous, le transistor est un interrupteur. Commandez. OK? Quand vous allumez la lumière chez vous, c'est vous qui commandez l'interrupteur. Ici, c'est quoi? C'est un courant à la base qui va ouvrir et fermer l'interrupteur. Ce qui va me permettre de faire de la MLI à haute fréquence, hein, je vous rappelle, et du coup, de faire varier la tension moyenne aux bornes de différents composants électroniques. Ouais. Allez, dernier composant électronique à voir, c'est la diode. Alors vous allez voir, c'est très simple, hein, rien de très compliqué. On s'en est déjà servi d'ailleurs, des diodes électroluminescentes. Une diode. Donc vous avez le dessin d'une diode. Une diode est un composant électronique qui laisse passer le courant que dans un seul sens, de l'anode vers la cathode, et bloque le courant dans le sens inverse. Voici la représentation normalisée d'une diode. On voit en fonction de la flèche et de la petite barre ici que la diode laisse passer le courant du sens de l'anode vers la cathode et bloque dans le sens inverse. D'accord? Voilà ce qu'est une diode. Ça bloque le courant dans un sens. La caractéristique de la diode. Alors, on va voir les exemples de diodes juste après. On va voir pourquoi elles sont utilisées. On s'en est déjà servi. La caractéristique de la diode, la voici au niveau du courant en fonction de la tension. Et cette diode va faire passer le courant. Donc, elle va être ce qu'on appelle passante. D'accord? C'est-à-dire que le courant de A vers K va passer. Et c'est le seul cas, en tout cas, c'est le seul sens du courant, du passage du courant, à partir de ce qu'on appelle une tension de seuil. C'est-à-dire que pour une tension, par exemple, nulle ou négative à ses bornes, alors négative, on l'a bien compris, pourquoi? Parce que le courant est bloqué, mais si j'applique une tension très faible aux bornes de la LED, de la diode ici, le courant ne va pas passer. Ça veut dire qu'elle ne sera pas passante, même si on est dans le bon sens. Ça veut dire qu'il va falloir lui appliquer une tension, ce qu'on appelle la tension de seuil minimale. Pourquoi? Pour que la diode devienne passante. Ici, on est dans une zone de mauvaise conductivité, c'est-à-dire globalement, on est dans une zone de non-conductivité. Par contre, ici, on passe dans une zone de bonne conductivité. Et pour ça, il va falloir qu'on dépasse une tension de seuil au niveau de la diode. Pourquoi? Pour qu'elle laisse passer le courant. Voilà la caractéristique. On va faire tout de suite, juste derrière, un petit exercice par rapport à ça, d'accord? Alors, il existe différentes variétés de diodes, hein. Il y a les diodes de commutation, hein, les diodes Schottky, qui servent donc de commutation, qui sont capables de passer d'un état bloqué à un état passant de façon très, très rapide, hein, aux alentours de 10 nanosecondes. Le temps de réponse est 10 nanosecondes. Et puis vous avez les diodes électroluminescentes, celles que vous avez utilisées, qui sont les LED. Hein, je vous rappelle, on a utilisé ça dans le projet de la boîte aux lettres connectée. Hein, vous les avez câblées, on les a programmées. On a utilisé aussi les LED RGB avec les cartes microbits. Hein. Bon, même chose. Donc ça, ce sont des diodes électroluminescentes. On appelle ça des LED. Et vous avez des diodes Zener qui ont des seuils de conduction dans les deux sens qui sont un peu particulières. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des diodes Zener. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de regarder ce qu'on utilise, ce que vous avez utilisé assez fréquemment, qui sont les diodes électroluminescentes, c'est-à-dire les LED, les fameuses LED. Et on va tout de suite faire un petit exemple d'application sur ces diodes électroluminescentes, c'est-à-dire les LED. Le symbole est ici, donc on reconnaît la diode, et vous voyez qu'il y a deux petites flèches au-dessus. Pourquoi? Pour dire que c'est une diode électroluminescente, c'est-à-dire une LED. Elle émet de la lumière. OK? On va modifier un petit peu le schéma parce que sinon vous allez me poser plein de questions. Vous allez juste fermer votre circuit en bas ici. Hein. Hein, il faut savoir que là, ici, c'est le moins qui était réuni, mais fermez-le. D'accord? On n'a qu'une seule maille. Donc dans ce circuit, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma tension d'alimentation E ici. J'ai donc ma diode électroluminescente, c'est-à-dire ma LED, et j'ai une résistance ici, R. J'ai combien de mailles? J'ai qu'une seule maille, on le voit, il n'y a pas de nœud. Donc, s'il n'y a pas de nœud, forcément, il n'y a qu'une seule maille, qui est ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, nous allons allumer cette LED. L'alimentation est de 5 volts. La diode étant de couleur rouge, elle possède la caractéristique courant-tension 6 comptes. Voici la caractéristique courant-tension de la LED. Rouge, red, je l'ai ici. D'accord? Donc, cette caractéristique qui est là. Ouais. Et on me demande de déterminer la valeur de la résistance R, qui est ici. Pourquoi? Pour que la LED s'allume correctement, qu'on ait un éclairage satisfaisant. Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut que je détermine la grandeur de cette résistance afin d'adapter mon montage et que le courant qui traverse cette LED puisse l'éclairer convenablement. On y va, on fait ça ensemble? Si vous voulez participer, ça serait chouette. Oui? Putain, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Euh, on établit la loi des mailles déjà? Qui me donne la loi des mailles? Allez, peu importe. Mathieu, vas-y, donne-moi la loi des mailles. Fais-moi vivre ce cours. Très bien. Vas-y, regarde, je l'ai noté là. Moins VD, du coup, on l'a appelé VD, c'est la tension au bord de la diode. Moins UR, d'accord, la tension au bord de la résistance égale 0. OK? Euh, Très bien. On va modifier, on va appliquer la loi d'Ohm au bord de la résistance. Ça va me donner quoi? E moins VD moins quoi? Moins R fois I, d'accord? Égale 0. Ouais? J'applique la loi d'Ohm au bord de la résistance. Donc j'ai transformé UR en RI, d'accord? Moi, ce que je cherche, c'est la valeur de R. Donc ça, on va sortir la valeur de R de ça. Donc je vais passer le terme ici de l'autre côté, qui va passer en plus. Donc je vais avoir quoi? R qui va être égal à E moins VD, le tout divisé par I. Vous êtes d'accord avec ça? Et ben maintenant, il me reste plus qu'à trouver les différentes valeurs de tout ça, c'est-à-dire faire l'application numérique de ma relation. Alors E, on le connaît, il vaut 5 volts. Par contre, la tension au bord de la diode, on la connaît pas et le courant non plus. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire, mon petit Mathieu? On va utiliser la caractéristique qui est ici, c'est-à-dire de ma diode. Et à partir de quelle tension ma diode va conduire correctement, c'est-à-dire va s'éclairer? Quelle est la tension de seuil qu'on va choisir? 5 volts? Non, on est là, hein, Mathieu. Regarde. D'accord? On est sur cette caractéristique. À partir de quelle tension la diode va conduire et va s'éclairer correctement? Est-ce que par exemple ici, là où je fais mon petit trait, est-ce que la tension est satisfaisante? Bien sûr, c'est aux alentours des 2 volts, on est d'accord. Donc on va se placer sur 2 volts, d'accord, pour ma tension de seuil, et on va aller chercher le courant correspondant. T'es d'accord? Donc 15 quoi? Alors attention. Très bien, milliampères, tout à fait. D'accord? Donc ça veut dire que VD ici était bien égal à 2 volts et que I est égal à 15 milliampères. OK? Donc je choisis évidemment un point sur ma caractéristique pour que la LED s'éclaire convenablement. D'accord? Et donc pour ça, j'ai choisi une tension de seuil de 2 volts. J'aurais pu aller un petit peu plus loin, hein. J'aurais pu prendre de, je sais pas, 2,1, 2,2. Hein. Ça aurait marché aussi. Hein. Donc du coup, application numérique, on a quoi? On a 5 moins 2 volts pour VD divisé par 15 10 moins 3. Hein. On n'oublie pas de mettre en ampères. D'accord? Donc 15 10 moins 3. Et du coup, la valeur de R est égale à 200 ohms. Voilà la valeur de la résistance que je dois choisir pour que la LED éclaire convenablement. C'est vu ou pas? C'est compris? Pour tout le monde? Oui? Bon, super. Voilà. Et globalement, je ne vais pas vous le cacher, si on peut vous demander quelque chose le jour du bac sur les diodes ou la LED plus particulièrement, ça sera exactement ça. Ça ne sera pas plus compliqué. On vous demandera pas de plus compliqué, c'est-à-dire on vous demandera tout simplement de travailler sur la caractéristique courant-tension sur la LED, d'aller chercher les valeurs et tout simplement d'appliquer ça à la loi des mailles ou la loi d'Ohm. Hein. C'est juste ça. Hein. D'accord?
Pour rappel, quand vous avez fait la boîte aux lettres électronique, les résistances que vous avez utilisées, alors étant donné qu'on n'avait pas fait le chapitre encore, je vous ai donné des résistances pour vos LED, pour câbler vos LED. Vous vous rappelez, hein, en fonction de la détection d'une lettre ou d'un colis. Les résistances que je vous ai données étaient de 333 ohms. Vous voyez? Donc on n'en est pas loin des 200 ohms. Ouais? Oui, ça va? Tout ça étant cohérent. On avance? Même je vous propose de terminer même le cours. Ah bah ça va, on est bien là, on est super bien. On a bien bossé, on a bien avancé. C'était rapide, hein. Peut-être trop rapide. Je me rends pas compte, hein. Non, ça va? C'est pas trop rapide? Bon, super. Et bah, on termine gentiment et on va passer sur les générateurs. Alors, cette partie n'est pas à connaître par cœur, c'est juste pour vous apporter un petit peu de culture générale et puis surtout que vous ne soyez pas perturbé quand on va vous présenter différentes formes de générateurs. Euh, Qu'est-ce qu'on vous dit? On se fait un petit peu de lecture. Donc, un générateur est un dipôle qui fournit de l'énergie sous la forme d'une différence de potentiel. Générateur de tension, d'accord? On a deux types de générateurs. Alors, deux types, en fait, ce sont les mêmes. On a ce qu'on appelle le générateur de tension parfait, c'est-à-dire que ce générateur est ici représenté par ce symbole-là ou ce symbole-là, d'accord? Et il va fournir une différence de potentiel avec un courant, d'accord? La différence de potentiel étant ici, le courant étant IG. C'est ce qu'on appelle un générateur parfait, c'est-à-dire que son rendement est de 100%, il est parfait. Est-ce que c'est la réalité? Non, évidemment, c'est pas la réalité. Très souvent, on considère que le générateur est parfait, et vous avez vu dans les circuits qu'on vient de voir, dans les circuits électroniques qu'on vient de voir, à chaque fois, on a déposé un générateur parfait. C'est-à-dire, on a mis le générateur, très bien, il est à rendement de 100%, il fournit une tension et un courant. Ce qui n'est pas le cas, en réalité. En réalité, un générateur n'est pas parfait, et particulièrement les batteries, par exemple. Une batterie ne fournit pas 100% de l'énergie qu'elle devrait fournir. Et on va parler de générateur de tension réel. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Une petite résistance en série de quoi? De mon alimentation. Cette résistance représente la résistance interne de votre alimentation et ça va représenter les pertes. C'est les pertes de votre alimentation. Tout simplement pour vous montrer que ici, on a quelque chose à gauche donc de parfait. On considère que le rendement est de 100%. On n'a pas de perte. Et ici, on a quelque chose donc à droite de réel. On a bien une résistance interne qui représente les pertes de mon générateur. Voilà. Ok? Donc si vous tombez sur ce schéma-là, il ne faut pas s'inquiéter. Ici, c'est une représentation réelle de mon générateur. Et à gauche, une représentation parfaite où on néglige les pertes. Alors par exemple, cette résistance interne, ici sur mon schéma, alors là, je vais enlever toutes mes cochonneries parce que du coup, on n'y voit plus rien. Cette résistance ici interne, sur par exemple une batterie, on peut la mesurer. On peut la mesurer assez facilement, hein, on peut vraiment mesurer. Et on sera certainement l'année prochaine, pour certains d'entre vous, au niveau des projets de terminal, amenés à mesurer cette résistance interne pour pouvoir paramétrer notre modèle multiphysique sous MATLAB, Simulink, hein, afin de paramétrer cette valeur de résistance interne. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas négliger, on ne pourra pas assimiler mon générateur à un générateur de tension parfaite. Hein, ça serait faire une bêtise au niveau de mon modèle multiphysique. D'accord? Voilà. Voilà petite parenthèse sur les générateurs. Et maintenant, on va parler donc des batteries. Alors, on avait déjà fait une séquence sur les batteries en début d'année. Hein. Alors, pas une séquence, mais une partie, en tout cas, le cours et une synthèse sur les batteries. Et donc, on va en reparler un petit peu ici, puisqu'on est sur les générateurs, et vous savez que les batteries font partie de ces générateurs, et on les utilise énormément. Je vous rappelle, caractéristique fondamentale d'une batterie, la capacité, qui s'exprime en ampères-heure. Et quand on vous dit qu'une batterie, par exemple, a une capacité de 1 ampère-heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la batterie est capable de fournir, normalement, je dis bien, on va voir par la suite, c'est pas le cas, 1 ampère pendant 1 heure. D'accord? Voilà ce que ça dit. Oui? Ça veut dire que si je prends une batterie d'1 ampère-heure, cette batterie peut fournir 4 fois la capacité en un quart d'heure, 2 fois la capacité en une demi-heure, 1 fois la capacité en 1 heure, c'est ce qu'on vient de dire, mais peut fournir
la capacité divisée par 2 en 2 heures, la capacité divisée par 2 en 4 heures, etc., etc., etc. Voilà à quoi correspond la capacité d'une batterie. Est-ce que c'est vrai ce qu'on vient de dire? Est-ce que finalement, la capacité d'une batterie d'un ampère-heure peut fournir un ampère pendant une heure? Eh ben non. Justement, c'est ça qui est fou, mais non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas consommer les 100% de la capacité d'une batterie. En réalité, on peut consommer uniquement 80% de la capacité totale. C'est-à-dire, si j'ai une capacité d'un ampère-heure, je pourrais utiliser uniquement 0,8 ampère-heure sur ma batterie et pas les 100% de la capacité. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que les batteries n'aiment pas être en décharge profonde. C'est-à-dire qu'on va se garder 20% de la capacité pour éviter que les batteries passent en décharge profonde. Je rappelle qu'une batterie fonctionne sur une réaction chimique et que cette réaction chimique doit toujours être active. Pourquoi? Pour que la batterie puisse recharger et fonctionner correctement et éviter de la détruire. C'est-à-dire éviter de quoi? De réduire fortement sa durée de vie, c'est-à-dire ses nombres de cycles de charge et de décharge. Et c'est pour ça qu'on va garder cette capacité toujours de 20% dans les batteries. On ne va jamais, jamais rentrer dans une décharge profonde. Euh, sur vos téléphones, par exemple. Vos téléphones, quand vous avez plus d'autonomie, vous avez plus de batterie, hop, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc quelque chose, votre téléphone s'éteint et votre téléphone annonce 0% de batterie, hop, il s'éteint. D'accord? Et si vous forcez l'allumage, si vous appuyez sur le bouton allumage de votre téléphone va redémarrer. Il va redémarrer, mais il va s'éteindre aussitôt. Ce qui veut dire, c'est qu'il reste de l'énergie dans votre batterie, évidemment. Mais pour éviter de la détériorer, on ne veut pas consommer cette énergie. D'accord? Donc on va garder 20% de la capacité pour éviter de rentrer en décharge profonde. Ça veut dire que concrètement, on ne pourra jamais utiliser les 100% de la capacité de la batterie, mais uniquement les 80%. Est-ce que c'est compris ça? Ouais? Super. Alors attention. Ouais, alors les piles, ce ne sont pas des accumulateurs, hein. Une pile, hein, c'est une pile. Une pile ne se recharge pas. Alors on appelle ça des piles rechargeables par défaut, mais il faut savoir que c'est un accumulateur, c'est une batterie. Ah bah une pile n'est pas fait pour se recharger. T'es d'accord? Donc une pile, évidemment qu'une pile, tu vas consommer l'ensemble de son énergie, bien entendu, puisque la pile a une seule, une seule utilisation, ce qui n'est pas le cas de la batterie, c'est-à-dire des piles rechargeables. Moi, j'aime pas trop le nom pile rechargeable, hein. On dit pile rechargeable par défaut, alors qu'une pile normalement n'est pas rechargeable. Donc, hein, c'est un accumulateur, c'est une batterie. Bon, c'est pas très grave, hein. Allez, on passe au diagramme de Ragon. Je vous présente ce diagramme. Pourquoi? Parce que bah, déjà, il est important de comprendre un petit peu les différents systèmes techniques d'accumulateurs d'énergie. Et puis, voilà, d'essayer de les comparer un petit peu. Alors, il faut savoir, c'est un diagramme qui est tombé une fois sur un sujet de bac, hein, où vous aviez un petit peu à travailler dessus. Alors, on va s'intéresser, nous, au supercondensateur. Pourquoi? Parce qu'on en avait déjà parlé. Oui, vous vous rappelez? On va le revoir après. Et on va s'intéresser par exemple à un type de batterie qui sont des accumulateurs lithium polymère. Alors j'aurais préféré avoir les lithium-ions, mais on n'a pas. Mais on est très proche des lithium-ions, hein. Les lithium-ions, c'est la technologie que vous avez dans vos téléphones. D'accord? Hein, dans les voitures électriques aussi, hein, c'est des lithium-ions. D'accord, les batteries. Donc nous, on va s'intéresser à ces deux technologies, les supercondensateurs et les accumulateurs lithium polymère. Hein, ce qu'on avait vu en début d'année, alors sauf les supercondensateurs. Si je regarde mon diagramme de Ragon, qu'est-ce que j'ai sur l'axe des ordonnées? J'ai la puissance massique en watts par kilogramme. Et sur l'axe des abscisses, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'axe des abscisses, pardon. J'ai sur l'axe des ordonnées la puissance massique en watts par kilogramme et sur l'axe des abscisses l'énergie massique en wattheure par kilogramme. Donc on voit bien qu'on est sur une énergie ici. Je vais commencer par mes supercondensateurs. Mes supercondensateurs, ils sont là. Hop, si je simplifie la caractéristique, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces supercondensateurs sont capables de me fournir énormément de puissance massique, mais très peu d'énergie massique. Ça veut dire quoi? Qui est-ce qui est capable de traduire ça? Allô? J'ai plus personne, là. J'ai posé la question qui tue. Je vous rappelle que l'énergie, c'est quoi? C'est la puissance fois le temps. Oui?
Alors, qu'est-ce qui est capable de me dire la traduction, en tout cas, de la lecture de ce graphe sur les supercondensateurs? Non, beaucoup de puissance, mais pendant un temps très court. Exactement. C'est-à-dire que les supercondensateurs sont assez merveilleux, ils fournissent beaucoup, beaucoup de puissance, mais pendant un temps très, très court. Pendant une durée très, très courte. Alors, l'avantage des supercondensateurs, on en a parlé en cours, hein, je vous rappelle, hein, c'est qu'ils ont des durées de vie qui sont incroyables. C'est-à-dire qu'on est capable, ils ont des cycles de charge et de décharge qui dépassent largement le million, hein, de cycles de charge et de décharge. C'est-à-dire qu'ils ont des durées de vie bien supérieures aux accumulateurs classiques, c'est-à-dire aux batteries classiques lithium polymère, lithium-ion. Euh, L'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'en effet, ils ont très peu d'énergie basique. Ça veut dire qu'ils peuvent embarquer très peu d'énergie. Ils peuvent fournir beaucoup de puissance, mais pendant un laps de temps très très court. Donc ça, on en avait parlé, ça fonctionne très bien sur des systèmes de biberonnage. Hein, on parle d'un système de biberonnage qui est un système qui va se recharger de façon très très régulière. Et on avait pris l'exemple du bus Watt System, qui est un sujet bac, hein, des années précédentes, de Polynésie, où c'est le bus sur l'aéroport de Nice. Et ce bus va se recharger, fonctionne à base de supercondensateurs, et il va se recharger à chaque station. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais dire, pardon. Et donc, oui, le temps de recharge des supercondensateurs est de l'ordre de 40-45 secondes, ce qui est très très court. C'est-à-dire c'est le temps d'un arrêt de bus à peu près. Et donc, on va être capable de recharger, évidemment, tous ces supercondensateurs, et les condensateurs vont refournir l'énergie nécessaire au bus pour aller à la station suivante, qui est séparée d'environ au maximum 900 1 km. D'accord? 900 mètres, 1 km. Et du coup, à chaque fois, il faudra recharger les supercondensateurs. C'est des systèmes qui fonctionnent par biberonnage. On avait pris l'exemple aussi du bateau qui traverse la rade de Brest, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui fonctionne à base de supercondensateurs aussi. Hein, c'est un bateau qui fait traverser les gens, hein, pour traverser la rade de Brest, qui est assez immense, hein, dont le pont, hein, est bien plus loin. Et ce bateau fonctionne à base de supercondensateurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a traversé la rade de Brest, il s'arrête à quai, il se recharge. Et il repart pour refaire la traversée. Voilà. Donc ça, c'est une technologie très intéressante, avec pas mal de contraintes, vous l'avez compris, puisqu'on parle donc de fonctionnement par biberonnage. Contrairement aux batteries, par exemple lithium polymère, qui, elles, vont pouvoir fournir beaucoup d'énergie, hein, lithium polymère, lithium-ion, hein, vous le voyez à travers vos téléphones, à travers les véhicules électriques aujourd'hui qui fonctionnent par batterie, où on est capable de rouler maintenant de parcourir 500 km avec les voitures électriques, ce qui est quand même assez énorme. L'inconvénient de ça, c'est qu'il va falloir avoir un temps de recharge très important. D'accord? Alors, on est en train de faire des progrès ici, même au niveau de vos téléphones, hein, on est en train de faire des progrès. Je ne sais pas si vous avez des téléphones récents de ce point de vue-là, où on arrive à avoir des recharges rapides, ce qu'on appelle des charges rapides, où on arrive à recharger 40% de la batterie de façon rapide. Alors, rien à voir encore avec les supercondensateurs, mais on arrive à avoir des recharges plus rapides. Donc, vous voyez, tous ces petits éléments évoluent, hein, assez rapidement en ce moment. On devrait voir des nouvelles technologies apparaître très, très rapidement. Est-ce que vous avez des questions sur ce diagramme de Ragon? Non, c'est bon? Alors, on termine par l'association des accumulateurs. Donc, aux mêmes choses que les résistances, on peut associer des accumulateurs. On l'a vu en début d'année. Petit rappel, on va généraliser la relation du coup. On peut associer des accumulateurs soit en série, soit en parallèle. C'est ce qu'on fait pour obtenir certaines batteries. Hein, quand j'ai besoin d'une tension particulière, je vais associer des éléments en fonction de la technologie des éléments. Hein. Je vous rappelle par exemple les éléments pour le lithium polymère, la tension d'un élément est de 3,7 volts. Si je veux des batteries avec une tension supérieure, je vais associer ces éléments soit en série, soit en parallèle. Alors en série pour avoir une tension supérieure, en parallèle pour augmenter la capacité. C'est ce qu'on va voir ici. Alors, d'après la loi des nœuds et des mailles, on additionne les tensions des accumulateurs en série, d'accord, et les capacités des accumulateurs en parallèle, d'accord. Ça veut dire que si je veux augmenter la capacité, je vais rajouter des éléments en parallèle pour augmenter la capacité. Si je veux augmenter la tension, je vais rajouter les éléments en série. Ici, on a l'illustration de ce qu'on vient de dire. Ici, j'ai additionné des éléments en série et en parallèle. Ici, par exemple, j'ai N cellules en série. Ça veut dire que si je veux la tension totale de
ma batterie ici, par exemple, c'est-à-dire la tension totale, ça va être égal à quoi? Je vous écoute, qui est-ce qui est capable de me donner? Allô? Allô? Putain, vous êtes tous partis ou quoi? Ah bah, dis donc, me laissez pas seul comme ça, hein. C'est pas possible, vous avez pas le droit, hein. Non mais vous avez juste pas le droit, hein. Ça prenez la parole, hein. Alors, la tension totale, c'est quoi? J'ai N cellules en série, vous les voyez ici? Regardez. J'en ai N. Donc la tension totale de cette alimentation, de cette batterie me donne, c'est quoi? N fois quoi? Bah, N fois E1, la tension d'un élément, non? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ah, merci mon petit Mathieu. Et du coup, la capacité totale de cette batterie va être égale à quoi? J'ai combien de branches en parallèle là, si je change de couleur, tiens. Ici, j'ai une branche, deux branches, tac, 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 jusqu'à M cellules en parallèle. Donc la capacité totale va être égale à quoi? Allô? M fois quoi? Fois la capacité d'un élément. M fois C1. Vous êtes d'accord avec ça? Tension totale, c'est bien N fois élément, puisqu'ils sont en série. Et la capacité, c'est parallèle, c'est bien M fois C1. D'accord? Voilà ce qu'il faut retenir pour l'association des éléments, en série ou en parallèle. Oui? Vous voulez un exemple ou pas? Ah, bah voilà. Bah, dis-moi, mon petit Mathieu, on va prendre un petit exemple tout simple. Regarde, on va associer deux batteries, deux éléments. D'accord? Voilà. Ici, j'ai U1. D'accord? Et ici, forcément, U1. Et ici, j'ai U total. U1, on va mettre que U1 égale par exemple 12 volts. Que vaut UT? Donc, c'est-à-dire 24 volts. La tension totale est de 24 volts. Ok, j'ai associé mes deux éléments. Que vaut la capacité totale? Sachant que la capacité d'un élément, on va dire que c'est égal à 1 ampère heure. Que vaut la capacité totale de cette batterie? Oh, non, mais non, non. Non, tu peux pas me dire ça. Bah, vous avez la capacité d'un élément et d'un 1 ampère heure. Donc là, ici, j'ai quoi? 1 ampère heure. Ici, j'ai 1 ampère heure. Mais mes deux batteries sont montées en série. Et ben, la capacité totale, elle ne change pas. C'est toujours 1 ampère heure. Vous êtes d'accord? La tension, elle, va changer. Mais la capacité ne change pas. Est-ce que vous avez un nœud quelque part? Vous voyez bien que le courant qui circule est toujours le même ici. On n'a pas de nœud. Maintenant, si je fais ça, je vais prendre un autre exemple pour vous, pour finir le cours. Et je vais faire ça. Hop. Alors évidemment, quand vous faites une batterie, il faut que ça soit symétrique, hein, sinon ça ne marcherait pas, hein. D'accord? Donc ici, je vais avoir quoi? Bah, U1, ce sont les quatre mêmes éléments. Et donc U1 va être égal à, on a dit, 12 volts. Et C1 va être égal à 1 ampère heure. D'accord? Ce que je cherche à voir, c'est ici, hop, quelle est la tension totale, d'accord, que j'ai ici, UT, et quelle est la capacité totale de ma batterie. Alors, que vaut la tension totale UT? 24 volts, ça n'a pas changé, on est bien d'accord, on n'a bien que deux éléments en série. Et que vaut la capacité totale maintenant? Que vaut la capacité totale? 2 ampères heure, bien sûr, regardez, vous avez
ici I1, I2. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai I qui est égal à I1 plus I2. C'est-à-dire que ma capacité totale est égale à 2 fois 1 ampère-heure, c'est-à-dire 2 ampères-heure. Pourquoi? Parce que ici j'ai une branche en parallèle. Oui? Donc là, on vient de réaliser une batterie en additionnant des éléments, soit en série, soit en parallèle, de 24 volts avec 2 ampères-heure. Est-ce que c'est compris, mon petit Mathieu, du coup? Eh ben, magnifique. On vient de terminer le cours, à l'instant. Ça va, c'était pas trop long, c'était pas trop dur, ça a été? C'est pas toujours évident le distanciel, là, comme ça, surtout sur les cours théoriques comme ça. Mais je pense qu'avec les outils, là, on est pas mal quand même, non? Oui? Votre tour? Ouais? Bon, super. Alors, je m'arrête là je vais couper déjà la vidéo. Voilà.